puisque je ne m'intéresse pas vraiment à un plan mixte ici, je ne vais pas aller sélectionner tout ce qui se rapporte aux conditions d'application, graphiques, etc. Je vais directement valider l'analyse, puisque simplement en plaçant les variables, je vais déjà avoir l'information dont j'ai besoin. Vous pouvez donc directement cliquer sur OK. Ça va, vous y êtes tous? Ça a l'air d'aller. Je vous rappelle qu'on s'intéresse ici à la variabilité intra-sujet. Et donc, je vais naturellement me reporter à la sortie within subject. Contraste. Ça va pour tout le monde? Vous voyez la colonne sum of square ici? Ça, en fait, c'est 3 sources de variabilité possibles intra-sujet. Alors, juste pour ceux que ça intéresse, pour que vous puissiez quand même comprendre la sortie, je vais assez rapidement essayer de vous expliquer la différence entre les 3 sources de variabilité. Dites-vous qu'à chaque fois, c'est vraiment répondre à la question, j'ai des scores qui sont différents, qu'est-ce qui peut expliquer qu'il y ait des différences dans les scores? Et donc ici, je m'intéresse à chaque fois à la différence entre joueur 1 et joueur 2 à l'intérieur d'un couple. Première différence possible, le joueur. C'est le fait que si ce n'est pas la même personne qui constitue le joueur 1 et le joueur 2, il y a déjà pas mal de sources liées à l'individualité de la personne qui peuvent justifier qu'elles n'ont pas exactement les mêmes performances. Parce que là, je crois que c'est assez intuitivement logique. Ça va? Pas la même personne, donc pas le même score. Plein de choses. Voilà. Ici, joueur fois préparation, c'est peut-être un tout petit peu plus compliqué à comprendre. C'est donc l'interaction entre le joueur et le facteur. Alors, imaginez que, disons que je vous prends vous, que je prends une personne parmi vous, et il s'avère que j'ai choisi une personne qui n'a pas du tout confiance en elle. Cette personne, elle se retrouve dans la condition pas d'entraînement spécifique. D'accord? Elle va avoir un certain score de performance. Maintenant, cette personne-là, je la prends et je la déplace dans une autre condition, justement dans la condition confiance en soi. Je vous ai dit, il s'agit d'une personne qui n'a pas du tout confiance en elle à la base. Du coup, peut-être que le fait de se retrouver dans cette condition-là fait que ça va booster sa confiance en elle. Du coup, elle va avoir des performances bien meilleures que lorsqu'elle était dans la condition pas d'entraînement. Je suis en train de vous dire que pour cette personne-là en particulier, l'effet de l'entraînement en confiance en soi va faire que la performance va beaucoup s'améliorer. Mais si dans cette même condition, il y a une autre personne, et que cette personne-là, elle n'a aucun problème de confiance en elle à la base, elle n'a pas forcément besoin d'une formation confiance en soi. Donc finalement, l'impact de cette condition-là sur cette personne-là, il sera peut-être très petit, ça ne va pas changer grand-chose. Ok ? Il faut juste retenir de tout ça que chaque personne ne va pas réagir de la même façon à la condition à laquelle elle appartient. Et donc, c'est en ce sens-là qu'il y a un effet d'interaction entre le joueur et la condition. L'effet de la condition ne sera pas le même en fonction du joueur envisagé. C'est bien un effet d'interaction. D'accord ? Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde ? Parfait. Dernière source, l'erreur. Eh bien, tout ça, c'est tout ce qui n'est pas expliqué par tout ce qu'on a vu précédemment. Peut-être qu'au moment où j'ai évalué la personne pour connaître son score de performance, eh bien, il drachait et que du coup, forcément, ça a impacté son score. C'est toute une série de causes aléatoires que je ne contrôle pas et qui peuvent survenir et qui peuvent faire qu'il y a une erreur. Ça peut être aussi tout simplement une erreur de mesure. Ma mesure n'est pas précise, elle fait apparaître une différence qui n'est pas réelle. Ça va ? Et donc, voilà, qui explique les 3 sources de variabilité. Mais ce qui est surtout intéressant pour vous, c'est que nous, on s'intéresse à toute la variabilité intra-sujet. Donc ces 3 sources-là en même temps. Et tout à l'heure, je vous ai rappelé que quand on parlait de somme d'écarts et des écarts, eh bien, vous pouvez additionner les différentes sources pour connaître la variabilité totale. Donc comment est-ce que je vais trouver la variabilité totale intra-sujet ? La variabilité totale intra-sujet se décompose en ces 3 sources-là. Et vous avez la somme d'écarts et des écarts pour chaque source. Donc, combien vaut la somme d'écarts et des écarts totale intra-sujet ? 633. Exactement. Donc, j'additionne tout simplement les 3 sources. D'accord ? Ça, c'est mes 3 sources possibles. Ça, c'est la somme d'écarts et des écarts associée à chaque source. Et je peux additionner les 3 pour connaître le total intra-sujet. Et donc, je fais la somme des 3 valeurs.
pourquoi il n'y a pas de tableau qui résume le within subject et between subject, le intra et inter? Tous le les programme effets. SPSS va toujours décomposer les différentes sources de variabilité. Vous aurez toujours une sortie within, une sortie between. Il fera toujours tout séparé. Ça va? Et à vous de tout rassembler. Malheureusement, on ne contrôle pas l'implémentation des informations dans le logiciel. Alors, ce que je vous ai expliqué pour la somme, ça marche aussi pour les degrés de liberté. N'oubliez pas, ça ne fonctionne pas pour le carré moyen. Pour le carré moyen, il faudra bien faire somme des carrés des écarts divisé par degré de liberté. Donc au final, si je reviens à mon tableau ici, au-dessus, c'est celui qu'on a constitué tantôt, donc inter-sujet. Les deux lignes en bleu ici, c'est ce que je dois encore rajouter. Et la première des deux lignes, c'est le total intra. Vous voyez bien ici, 633,5. J'ai bien additionné les trois sources de total. Pour les degrés de liberté, j'avais 1, 2 et 27. Si je fais la somme des trois, ça donne bien 30. Et le carré moyen, comme je l'ai rappelé, c'est bien la somme des carrés des écarts divisé par 30. Ça donne la réponse. Il me manque plus qu'une seule ligne dans mon tableau. Et cette ligne, c'est le total. À votre avis, comment est-ce que je vais trouver la somme des carrés des écarts total? Repensez au tout début de mon explication. Je vous ai dit que la variabilité totale se décomposait entre la variabilité intersujet et la variabilité intrasujet. Donc 5547 plus 633. Exactement. Ça, plus ça. Et pourquoi dans ce tableau, vous ne faites pas plus de lignes pour intra, pour expliquer l'intra entre 600 et 3 Je crois simplement parce que la différence ne nous intéresse pas vraiment. Ici, pour le coup. On est dans un cas de plan niché, donc on ne s'intéresse pas à décomposer la variabilité intra. Ce sera exactement l'inverse pour les plans croisés, où là, au contraire, mais j'y reviendrai plus tard, ce sera plus clair. Finalement, à ce moment-là, la variabilité intersujet, ce sera la différence entre les différents joueurs, qui, pour le coup, sera l'erreur, puisque comme je n'utilise que des facteurs de type intra, ce qui m'intéresse, c'est la différence entre les scores d'un seul et même individu, donc la variabilité intrasujet. Et donc tout à l'heure, on va bien détailler tout ce qui est total intra, mais très peu ce qui est total inter. Ce sera exactement le contraire. Ça va? Et pour les plans mixtes, là par contre, vous aurez un beau gros tableau bien détaillé. Toutes les sources. Qui fait 15 pages. Non. Vous verrez que c'est... Si on comprend ce qu'on fait de nouveau, c'est pas si compliqué que ce que ça peut sembler à de prime abord. Mais il faut bien comprendre ce qu'on fait et pas retenir par cœur qu'on met telle valeur dans telle colonne, sinon c'est clair que vous allez vous perdre. Ça va? Puis ça nous permet de vérifier éventuellement. De vérifier. De vérifier que c'est juste. Enfin, Oui, aussi, effectivement, parce que si vous repérez des incohérences, c'est qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé à un moment donné. Ça va? Degré de liberté, pareil. Je peux donc faire 29 plus 30. Je sais donc que j'aurai en tout 59 degrés de liberté. Et 59 n'est pas arrivé par hasard. Souvenez-vous qu'il y a 60 observations dans la base de données. 60 moins 1, c'est bien 59. Et pour le carré moyen, si vous voulez le calculer, vous ferez 6180 divisé par 59. Ça va pour tout le monde? Bon, ben voilà qui termine enfin la décomposition de la variance. Et que ça nous a pris une bonne heure quand même. Est-ce qu'il reste des questions par rapport à ça? Ou est-ce que ça va pour tout le monde? Ok, bon, vous verrez que dans mes slides, il y a cette fameuse dia ici, dans laquelle j'explique comment calculer le coefficient de corrélation. Ah non, je ne l'explique pas là. J'explique moins. Ouais, c'est là que j'explique. Le fameux coefficient de corrélation intraclasse. Vous avez ici la formule. Carré moyen inter, carré moyen intra, c'est des valeurs qu'on reprend du tableau de décomposition de la variance qu'on a fait. S, c'est le nombre de mesures répétées, donc 2 pour le coup. Il suffit d'appliquer la formule. Et une fois que c'est fait, vous allez devoir aller dans Excel et introduire d'abord ce calcul-là. Bon, en fait, vous n'avez pas besoin d'Excel. Celui-là, vous pouvez le faire comme vous voulez. Bien que je vous conseille d'apprendre à utiliser Excel pour le faire. Par contre, ici, la formule, celle-là, vous serez obligé de la taper dans Excel. Mais il suffit de recopier à l'identique ce qu'on indique. Et une réponse apparaîtra. Et tout ça est vraiment expliqué en détail dans le syllabus, donc a priori vous devriez vous en sortir. Et sauf si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je préfère consacrer ici du temps à ce qui est vraiment nouveau, urgent et qui demande un effort de compréhension plus important. Alors, ça va, pas de questions? De même de manière générale sur les plans nichés. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne vous a pas semblé clair dans tout ça? Tout va bien? Donc je compte vraiment sur vous pour bien revoir tout ça à votre aise.
Et en plus, c'est d'autant plus important que pour les plans mixtes, vous allez vraiment devoir combiner toutes ces techniques. Et ne sachant pas si les TP seront donnés la semaine prochaine, voilà, il faut vraiment vous fassiez attention et bien venir à jour avec tout ça. N'oubliez pas, je crois vous l'avoir déjà rappelé, n'oubliez pas qu'il y a des vidéos sur YouTube que j'avais enregistrées. Hein. Vous avez le podcast complet du cours. Et ça reprend plan niché, plan croisé, plan... Parce que j'ai vu C'est plan juste pour les mixte. plans mixtes. Ah, en c'est fait. ça, c'est juste plan mixte. Hein. Je vais essayer de vous montrer. Hein. J'ai regardé. Donc sur Google. Mais je pense que. Ah tiens, de là tout biscuit. Ah oui, biscuit de lacre, évidemment. Je m'y attendais pas à celle-là. Bon, je vais aller directement sur ma chaîne. Bah, c'est magnifique, je suis déjà connectée. Donc, si vous allez sur ma chaîne, vous allez trouver quelque part. Voilà, vous voyez ici des vidéos qui s'appellent vidéo 1, 2, 3, 4, 5. Mais tout ça, c'est vraiment la décomposition totale de l'exercice qu'on était censé faire en cours sur les plans mixtes, et c'est des slides commentés. Ça va? Et techniquement, je pense qu'un lien va être mis sur l'UV. Il y a déjà. Il y a déjà. Oui, je pense que Sur l'UV, on a Elle a déjà mis accès sur l'UV à votre... Ouais. ouais. Ok, c'est qu'elle l'a fait ce matin alors. Ouais. Magnifique. Bon, ben c'est encore plus facile alors. C'est pas impossible que j'enregistre un podcast pour terminer les plans croisés. Ça va? Mais bon, ça, on verra. Ça dépendra vraiment. Je sais pas vous dire maintenant ce qui va se passer plus tard, donc ça dépendra de l'évolution des choses. Et de toute façon, vous serez venus. Excusez-moi. Ouais. Selon votre avis, les TP, donc cette thématique dans les TP, c'est la plus compliquée ou Les mesures répétées? Oui. En tout cas, de ce que j'observe chaque année, c'est ce qui pose le plus de soucis aux étudiants. Ok. Vous verrez que le chapitre qui va venir juste après, ça va être... La psychométrie. Il y aura ça aussi, mais ça va vous sembler une facilité déconcertante. Ça va? Bon, les ACP, il y a quand même des choses à comprendre, parce que en fait, c'est un peu abstrait. Et la difficulté de ces chapitres-là, c'est qu'il n'y a pas une bonne, unique réponse. Parfois, il y a des décisions à prendre et plusieurs solutions peuvent sembler OK. Donc, c'est peut-être un peu inconfortable pour certains, dans le sens que certains aiment bien avoir une réponse claire et nette, et là, c'est pas le cas. Et c'est un peu abstrait. Mais ceci dit, par rapport aux mesures répétées, c'est en tout cas beaucoup plus light. Ok. Ici, je parle pendant 2 heures non-stop, ce ne sera pas le cas dans ce chapitre-là, parce qu'on a plus l'occasion d'explorer et de faire des exercices aussi. Ça va? Bon, on va passer au deuxième exemple. Je vous ai déjà dit que ce serait un plan croisé. Je vais vous laisser quelques minutes pour bien lire l'énoncé. On va revoir ensemble pourquoi c'est un plan croisé. Et puis, on va bien étudier les différents effets étudiés ensemble. Je ne sais pas si sur la vidéo, on voit mon écran. Vous savez me dire Non. Ah non, le tableau. Ah Non. En fait, je voulais dire que oui, c'est le tableau. C'est votre tableau qui est le plus important, je crois. Ouais. Et il montre seulement ça. Ce serait peut-être bien qu'on filme le tableau pour la suite. Je vais refaire mon petit schéma et je vais faire une photo du petit schéma. Comme ça, on pourrait l'associer aussi à la vidéo. J'ai hésité à... Alors, en blanc, on va distinguer intersujet et intrasujet. En intersujet, on a en blanc la différence entre les groupes. Et on va mettre en bleu l'intragroupe. Et donc ça, c'est la différence entre les différents couples à l'intérieur des conditions. Là. Et enfin, la dernière source, c'est l'intrasujet. Je vais faire en rouge pour qu'on voit bien. Et l'intrasujet, c'est la différence entre les deux joueurs à l'intérieur des différents couples. Ok? Et donc ça, c'est les trois grandes sources de variance qui sont décomposées dans le tableau de décomposition de la variance. Après, vous pouvez vous représenter les choses autrement, ça vous parle plus. Hein. L'idée, c'est d'essayer de bien voir à quoi se rapportent les sources. Bon, je vais vous laisser 1 ou 2 minutes pour bien lire l'énoncé et après on le décortique ensemble.
remplacer la liste des présences. Pas grand chose pour moi. Six déjà. J'ai zappé un truc. C'est clair. Là, vous avez eu le temps de tout lire? Ok, qu'est-ce que vous avez repéré comme variable indépendante? On peut commencer par la variable dépendante, c'est peut-être plus facile. C'est quoi la VD ici? Pardon? Oui, plus précisément le nombre de chiffres que la personne a été capable de restituer. Et qu'est-ce qui peut influencer le nombre de chiffres restitués? Le temps de présentation Ouais, et une série aléatoire ou croissante. aléatoire ou ordonnée, oui. Ordonnée. Ça peut être croissant ou décroissant, mais en tout cas, c'est ordonné. D'accord? Alors, tout à fait. Donc, il y a une VD qui est mesurée sur quel type d'échelle? Un scale. Scale, très bien. Et les deux VI? Catégorie. J'ai une VI à 3 modalités, 10, 20 ou 30 secondes, et une VI à 2 modalités, aléatoire ou ordonnée. Exactement. Et donc, je pourrais me faire un petit tableau pour me rendre compte qu'en fait, il y a 6 conditions possibles, en fonction du temps et en fonction du type. D'accord? Ok, donc j'ai une ANOVA à 2 facteurs. Jusqu'à là, je suis en mesure de dire ça. Qu'est-ce qui me fait comprendre que ce sont des mesures répétées? Parce que pour chaque sujet successivement dans des conditions différentes. Très bien. C'est le mot successivement l'indicateur. C'est le fait que chaque personne est dans une condition, puis dans une autre, etc. Donc chaque personne va se retrouver à un moment donné dans chacune des 6 conditions. Il y a donc 6 mesures répétées par individu statistique. D'accord? Comment sont ces mesures répétées par rapport au facteur temps de présentation? Niché ou croisé? Croisé. Pourquoi croisé? Parce que ce sont les mêmes sujets qui sont testés Très bien. dans les différentes Donc, positions. Si je regarde mes 6 scores, il y en a 2 dans la condition 10 secondes, 2 dans la condition 20 secondes et enfin 2 dans la condition 30 secondes. Donc les mesures répétées sont bien croisées autour des modalités du facteur temps. Ça va, c'est clair pour vous? Mais regardez ici, j'ai mes 6 scores que je vais appeler à 10, à 20, à 30, au 10, au 20, au 30. Ça c'est bien 2, 3, 4, 5, 6 scores qui correspondent tous à